Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. Je voulais revenir un peu sur le match contre Toulouse mercredi, mais au final j'ai été submergé par tout ce qui s'est passé dans l'après-match, les déclats d'Mbappé, la blessure de Skriniar et on est en période de mercato, les informations transferts fusent, donc on va revenir sur certaines d'entre elles. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons cette vidéo avec le dossier qui est à la fois le plus concret dans l'actualité de cette fin de semaine, mais aussi le plus abstrait, que ce soit pour le club et peut-être même le joueur, si ce qu'il a dit au journaliste mercredi est vrai, à savoir qu'il n'a toujours pas fait son choix. J'ai nommé Kylian Mbappé, qui a beaucoup parlé en zone mixte mercredi après le match contre Toulouse. Ça devrait même continuer puisqu'il y a une interview qui sera diffusée sur Amazon dimanche prochain avant le match contre Lens. Et ça fait plaisir de retrouver sa parole qu'on avait perdue depuis quelques mois. C'est déjà quelque chose de très concret de l'entendre parler. Au-delà du dossier de la prolongation, savoir ce qu'il pense du dossier Luis Enrique, c'est assez intéressant. On en avait un peu marre d'entendre Kolo Muani nous dire tous les 4 matins qu'il est prêt à mourir sur le terrain pour le PSG. Maintenant, c'est tout aussi abstrait, parce qu'il a parlé, mais pour dire qu'il n'a toujours pas pris son choix en matière de prolongation. Et donc, certains se sont demandé pourquoi il a pris la parole un soir de trophée, de fête au Parc des Princes, pour au final ne pas dire grand-chose sur ce qui intéresse le plus les journalistes et les supporters, l'issue de ce dossier complètement dingue. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu lassé, et il a affirmé que lui-même n'a pas pris sa décision. Malgré ça, j'ai trouvé sa prise de parole intéressante. Voilà. C'est vrai que sur un soir de trophée, on pourrait se dire qu'il cherche à prendre un peu la lumière et éclipser la dimension collective du premier trophée remporté par Luis Enrique. Bon, je pense que déclaration d'Mbappé ou pas, ce trophée des champions n'était pas très médiatisé, n'avait pas un intérêt, un engouement énorme, à part évidemment pour les supporters parisiens. Et au-delà de ça, j'ai bien aimé ses prises de parole. Voilà, avec une certaine confiance en lui que personnellement j'aime, hein, quand il dit que c'est un joueur important, avant le match quand il dit sur Amazon que le PSG est ultra favori, les éléments de langage aussi, quand il retourne la question aux journalistes, est-ce qu'il les déstabilise complètement? Ça c'est quelque chose qui fait dire en fait à tout le monde dans les médias que c'est un super bon communicant, et c'est la vérité quand il est lui-même en fait, pas quand il est dans la maîtrise du moindre mot, et c'est pas ce dans quoi il s'est embarqué mercredi, c'est pour ça que j'ai plutôt apprécié sa prise de parole, et c'est pour ça que j'attends son interview sur Amazon dimanche prochain, parce qu'elle a été teasée à la mi-temps du match là, mercredi soir. D'ailleurs, dedans, il dit qu'il regrette Messi pour la qualité de passe qui faisait qu'il était assuré de recevoir le ballon quand il prenait la profondeur. Donc je pense que dimanche prochain, on va avoir une interview intéressante, hein, parce qu'au-delà de la prolongation, j'insiste, le voir parler de Luis Enrique, qu'aujourd'hui les joueurs commencent à assimiler les méthodes, mais qu'il va falloir beaucoup de temps, c'est déjà intéressant. Et ensuite, ça donne des indices quand même sur le dossier. Et évidemment, on va le développer dans cette vidéo. Alors, premier point, il reprend la posture du PSG qui vise à dire que, quelle que soit l'issue du dossier, les deux parties seront gagnantes et heureuses de l'issue du dossier. Voilà, il n'y aura pas de perdant. Bon, pourquoi? Parce qu'il a officialisé, confirmé l'accord passé avec Nasser l'été dernier pour qu'il puisse revenir du loft et rejouer, à savoir abandonner 80-100 millions d'euros de primes de fidélité qui devaient lui être versées au 1er septembre 2023. Faut savoir que s'il prolonge au PSG, les primes qu'il a abandonnées l'été dernier, le club va lui verser. Et s'il ne prolonge pas, évidemment qu'il va les compenser, puisque par exemple, le Real, je prends un exemple au hasard, lui propose 130 millions d'euros de primes à la signature. Bon, disons que ça compense quand même une large partie, pour ne pas dire la totalité. Même s'il faut aussi signaler qu'au Real, en matière de salaire, je pense qu'il sera moins bien loti qu'au PSG. En plus,
de récupérer les primes qu'il a abandonnées. S'il prolonge au PSG, il y aura une augmentation sensible. Alors, c'est ce qui a été écrit dans le Parisien. Je pense que c'est une augmentation du salaire. Donc, bref, bon, qui nous disent que les deux parties sont gagnantes, que ça protège les deux parties, oui, je veux bien le croire. Moi, maintenant, je reste sur ma position. Je veux pas croire que le PSG sera gagnant si on perd un actif valorisé à 200 millions gratuitement, même s'il a abandonné 80 millions de primes, que lui-même va retrouver en signant dans l'autre club ou en prolongeant chez nous. Mais vraiment, voilà. Sans parler évidemment du profil du joueur, la question de son remplacement qui va être assez importante. Il va falloir recruter une sacrée garantie de statistiques, parce que c'est pas Dembélé, Kolo Muani et tout le tralala qui vont nous assurer la vingtaine de buts que Kylian Mbappé a mis jusque-là. Et ensuite, il y a la question de la deadline. Alors, l'équipe en ont parlé hier. Ils ont dit que, déjà, cette info est vraie, mais The Athletic, qui l'avait sorti initialement, est très fiable. Ce que l'équipe ajoute, c'est que le PSG, comme le joueur, sont contents de cette deadline, qui est donc fixée à la mi-janvier. Du coup, le 15 janvier, normalement, on devrait, à moins que Florentino Pérez se couche encore devant le joueur, on devrait quand même soit avoir l'issue du dossier, soit avoir un tournant absolument énorme, à savoir le fait de ne pas signer au Real Madrid. Voilà. Pareil, pour que le PSG soit gagnant, il faut prendre sa décision rapidement. Quand tu te présentes début janvier et que tu dis « Oui, je vous assure que les deux parties seront gagnantes » et que dans le même temps, tu nous dis que tu n'as toujours pas pris ta décision, pardonne-moi, j'ai un petit peu peur. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, le PSG ne peut rien faire de plus pour prolonger Mbappé. En matière financière, tout a été fait en 2022. On ne va pas non plus lui donner l'état du Qatar pour qu'il prolonge. Et en termes de projet sportif, je pense que les grandes lignes ont été décidées cet été, en fait. Dessinées, pardon. Et je vais développer ça parce que ça me paraît être un point intéressant. Donc Mbappé doit rendre sa décision. Alors, je crois que dans l'équipe, il y avait comme deadline la double confrontation contre la Real Sociedad. Donc avant le match aller, boucler le dossier. Ça pourrait être intéressant parce que s'il fait comme en 2022, à attendre le mois d'avril, voire la fin mai, en 2022, l'issue nous était favorable. Mais rappelez-vous du Real. Entre-temps, Erling Haaland avait signé à Manchester City. Pour remplacer un tel joueur, ça se joue maintenant, les dossiers. C'est pas en fin mai que tu vas te positionner à Naples pour recruter Osimhen ou Kvaratskhelia, à Milan pour recruter Raphaël Leao, ou machin chouette. Lautaro Martinez, par exemple, à l'Inter, qui est un des meilleurs neufs du monde depuis maintenant une grosse année, ça pourrait être une piste crédible, mais l'Inter, il ne lâche pas comme ça, tu vois. Donc, pareil, il va falloir qu'il donne sa décision assez rapidement. Je reviens sur le projet du PSG. Je reviens sur le projet du PSG parce que aujourd'hui, on sait que c'est long terme en fait. On sait que c'est long terme. Même lui, il l'a dit. Sur Amazon, il dit mercredi, on commence à assimiler les méthodes de Luis Enrique, mais le club a décidé de laisser plus de patience aux joueurs qui ont signé cet été, qui sont jeunes, qui découvrent le cadre PSG, grosse pression Ligue des Champions. Ça, c'est très très juste. Ça, c'est très juste. Et on l'a répété dans tous les débriefs des matchs de poule loupés en Ligue des Champions. Les Ugarte, les Kolo Muani et tout ça, je leur en veux moins qu'aux Lucas Hernandez, aux Marquinhos et tout ça, parce que ce sont des joueurs qui découvrent. Deuxième point, Mbappé dit qu'il va falloir beaucoup de temps avant qu'ils assimilent complètement les méthodes et que, lorsque ce sera fait, ils tourneront à plein régime. Donc, Mbappé dit ouvertement que le projet qui a été lancé en juin dernier, donc il y a maintenant plus de 6 mois, c'est un projet long terme. Voilà. Imaginons qu'il parte en 2024. Alors qu'en 2023, il était au loft, il était poussé vers la sortie. Je ne comprendrais pas en fait. Pour moi, aujourd'hui, en fait, l'issue la plus logique, sportivement je parle, je suis peut-être un supporter naïf, ce serait de prolonger. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, Luis Enrique a signé, on t'a mis au loft, on t'a dit ta lettre à la con signée un mois après ta prolongation, ça suffit, tu veux pas lever l'option d'achat, tu vas partir. On demande 200 millions, on va négocier avec le Real, il va au loft. Luis Enrique, pendant ce temps-là, étale tout son projet. Ça y est, les grands joueurs, c'est fini. Ça va être moi la star, le leader de l'équipe. Et c'est un projet long terme. Pendant tout l'été, tu recrutes des joueurs, les Kolo Muani et tout ça, Gonzalo Ramos, pour qui il va falloir être patient. Un projet long terme, quoi. Un projet où, j'aime pas cette expression, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, où cette saison 2023-2024 est une saison de transition. Et donc Mbappé décide, l'été dernier, de rester au PSG. Mais le problème, c'est que si tu restes
juste pour la saison de transition, et que tu te barres après, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. C'est soit tu te mets à long terme dans le PSG de Luis Enrique, soit tu dégages à l'été 2023, bien évidemment. Voilà. Moi, je ne comprendrais pas qu'on parte au bout d'une année d'un projet qui est long terme depuis le début. Et là, on ne pourra pas reprocher au PSG d'avoir changé de cap tous les 4 matins. Voilà. En plus, il est quand même au centre du projet. Alors, c'est difficile en ce moment parce que tactiquement sur le terrain, les supporters voient par le prisme du poste de numéro 9, mais il faut s'en dépeindre. C'est-à-dire que, ok, sur la feuille de match, il est numéro 9, mais encore mercredi contre Toulouse, il balaye toute la largeur du terrain. Ça veut rien dire qu'il est numéro 9, en fait, avec Mbappé aujourd'hui dans le PSG de Luis Enrique. Voilà. Là où je serais d'accord, c'est que peut-être qu'il lui faudrait un système à 2 attaquants pour que lui soit le second attaquant autour d'un numéro 9. Avec ce fameux fantasme du Mbappé Monaco avec Monaco. Ou alors au PSG, alors il était plus ailier gauche, mais aussi une différence à noter. Si aujourd'hui Mbappé se retrouve numéro 9, c'est que lorsqu'il joue ailier gauche dans le PSG de Luis Enrique, il y a une grosse différence avec les PSG d'Edinson Cavani, de Mauro Icardi aussi, qu'on note, hein, attention, parce que Mbappé mettait des centres bien dosés que Icardi reprenait. C'est que en fait, le numéro 9 qui est là quand Mbappé est ailier gauche, ben, il n'apporte pas de présence dans la surface en fait. Gonzalo Ramos, il n'est jamais là, Colomani, il n'est pas là, et donc Mbappé, ailier gauche, ne peut pas faire valoir ses qualités de centre par exemple, pour s'appuyer justement sur un numéro 9. Les mecs ne sont pas compatibles avec lui. Donc ça, c'est un véritable aveu d'échec pour le mercato de Luis Campos, mais on y reviendra dans cette vidéo peut-être. Donc bref, au-delà de cette question du positionnement tactique, bon, quand tu recrutes Dembélé, Lucas Hernandez, Colomani, qui sont français, qui sont ses potes, la question de son frère aussi, très important, Ethan Mbappé qui fait ses débuts en pro contre Metz fin 2023, tu te dis, Mbappé, il a encore du pouvoir dans ce club. Mbappé, aucun autre club dans le monde n'aurait fait ça pour lui. Et le PSG l'a fait. Et le PSG l'a fait. Et si on veut aller plus loin et être gentil avec le club a mieux géré son année 2023 que son année 2022. Le mercato qui est fait juste après la prolongation d'Mbappé, il est lamentable. Par contre, celui de l'été dernier, certes, si on se pose, il y a des additions qui peuvent être salées, mais il y a d'autres dossiers qui ont été bien gérés et des vraies plus-values apportées au 11. Donc, quitte à partir, pour moi, en fait, il fallait le faire en 2023 et pas en 2024. Donc, pour moi, sportivement, Mbappé, s'il réfléchit bien, il doit prolonger dans ce PSG. Alors après, évidemment, s'il prolonge, si c'est encore pour nous faire une histoire de 2+1, ça sert à rien, disons-le tout de suite. Pour moi, c'est 3 ans minimum, si ce n'est 4. À un moment donné, ça suffit, les prolongations de 2 ans où à chaque fois, tu te retrouves pieds et mains liés parce que le problème, avant de parler d'Mbappé, c'est que le club, avant tout, en fait, accepte cette situation. En 2022, quand le club accepte de signer un contrat de 2+1, alors vous me direz, avant le club, il y a le Qatar qui voulait Mbappé absolument pour sa Coupe du Monde, je serais d'accord avec vous, mais au-delà de ça, quand même, si là, encore une fois, tu acceptes ce genre de contrat qui te met dans une position tout simplement d'otage de la situation, en fait. Tu ne peux rien faire. Voilà, c'est tout. À part le mettre au loft et faire les gros bras. Nasser, il faisait les gros bras cet été. Mais au final, Mbappé, il est resté, en fait. Il n'a pas été poussé vers la sortie et on pourrait le perdre libre. Et malgré toutes les postures de communication, je ne cesserai de le répéter, ce serait un échec de le perdre libre en juin. C'est tout, c'est comme ça. Un joueur comme ça signe un contrat de 4-5 ans, ça signe pas un contrat de 2 ans. Raphaël Leao, l'année dernière, quand il prolonge au Milan AC, il prolonge jusqu'en 2028. En plus, avec un salaire de 5 millions net. Pas les 70 plaques d'Mbappé, hein, qu'on n'oublie pas, hein, parce que ça, c'est hors prime de fidélité qu'il a abandonné en septembre. Mais par contre, Raphaël Leao, il met une clause libératoire dans son contrat, qui est valable l'année prochaine, 175 millions. Après, en France, je crois qu'on n'a pas le droit de mettre de clause libératoire. Bon, bref. Donc, voilà un petit peu mon avis sur le dossier Mbappé qui est un petit peu compliqué. Passons à Skriniar. Skriniar, la cheville qui a tourné. Sur le ralenti, bon, je pensais que ça allait pas être trop grave, mais en après-match, Luis Enrique m'a un petit peu inquiété. Il a dit que oui, à minima, il louperait quelques matchs, que ça a l'air grave. Alors RMC Sport, tout de suite, on dit que opération envisagée, fin de saison envisagée. L'équipe a un peu temporisé. Forfait pour la double confrontation contre la Real Sociedad, mais il faut attendre des examens complémentaires. Le club s'est exprimé dans le Parisien, ils ont dit pareil, il faut attendre quelques jours pour voir ce qui va se passer. Là, aux dernières nouvelles, à l'heure où j'enregistre la vidéo, Skriniar a passé un IRM selon l'équipe hier soir, jeudi soir, qui a révélé donc une entorse, mais pas de fracture. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais il faudrait 3 mois de convalescence. Et l'opération qui serait toujours envisagée.
Aujourd'hui, vendredi, ils devraient passer des examens complémentaires. On va voir ce qu'ils vont donner. Ce soir, on devrait en savoir un petit peu plus. Bon, bref, dans tous les cas, bon, ça sent pas bon, quoi. Il est out pour un trimestre au moins. Bref. On parle d'un joueur qui a fait des débuts assez compliqués, qui aujourd'hui est la cible des supporters, mais aussi on parle du joueur qui est le plus utilisé en club et en sélection nationale. Voilà. Et aussi un joueur apprécié de Luis Enrique. J'insiste sur le terme apprécié, pourquoi? Parce qu'il l'a préféré à Danilo bon nombre de fois. À Mukiele aussi, Mukiele qui pourrait jouer à ce poste-là. Je rappelle qu'au-delà du recrutement que cette blessure devrait induire, Luis Enrique va devoir faire jouer Danilo et Mukiele, qu'il ne porte visiblement pas dans son cœur. Mukiele a mis plus d'1 mois à jouer après son retour de blessure. Quand il a joué, c'était sur le côté gauche, qui est vraiment pas son côté, en tant que latéral gauche. Quand il a réussi à être bon sur quelques matchs, au final, il a été mis sur le banc contre Newcastle. Luis Enrique n'a pas concrétisé la belle période de Mukiele début novembre. Danilo, pareil, sur le match contre Dortmund, le retour, Danilo fait de super matchs en Ligue 1 contre Le Havre, contre Nantes. Skriniar, dans le même temps, fait des entrées qui sont plutôt mauvaises. Et au final, c'est Skriniar qui est titulaire. Donc, premier point, Luis Enrique va devoir faire avec Danilo et Mukiele. Ensuite, bien sûr, il faut recruter. Alors pour moi, il faut privilégier un latéral gauche pour replacer Lucas Hernandez dans l'axe. Et là, j'en viens à Luis Campos. On va faire le bilan de Luis Campos, enfin, bilan en grands mots, parce qu'on est en pleine période de mercato, on va voir comment ça va se terminer. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, le recrutement de Skriniar, Luis Campos, en 2022, il voulait mettre 50, 60 millions d'euros sur lui. Heureusement qu'on ne les a pas mis. Avec le recul, on se dit heureusement que ce joueur a été recruté gratuitement, tellement il ne colle pas, en matière de profil, avec le foot moderne. Tellement aujourd'hui, ça paraît être le maillon faible de cette équipe. Et je veux pas tomber dans le discours des supporters qui l'ont pris pour cible, parce que il a des qualités. Oui, les duels aériens, il est super décevant. Parce qu'il est grand, parce que c'était sa qualité première à l'Inter, et qu'au final, au PSG, il n'est pas bon dans ce domaine. Par contre, les duels au sol, il en gère certains. La gestion de la profondeur, même s'il y a un body language qui fait que sa motricité est bizarre, qui inspire pas confiance, il gère plutôt bien la profondeur sur une bonne partie des matchs. Contre Toulouse, encore une fois, mercredi. Bon, peut-être que je me fais l'avocat du diable. Bien sûr, avec ballon, il est trop neutre. À chaque fois, il assure, il prend aucun risque, mais de l'autre côté, à la différence d'un Donnarumma ou Marquinhos qui ont des grosses bévues à leur actif sur la première partie de saison, Skriniar n'a pas fait d'erreur manifeste. Bon, j'ai essayé de le défendre, parce que je trouve que, voilà, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu as un joueur qui est fait bouc émissaire, et ensuite tous les supporters suivent complètement à fond la tendance, donc j'essaye d'inverser un petit peu. Dans tous les cas, heureusement, Dieu merci, on n'a pas mis 50 millions dessus en 2022, parce que là, ça aurait été un vrai échec. Heureusement que là, on l'a recruté gratuitement, même si vous me direz qu'il y a le salaire de port et les primes à la signature qui vont avec. Bon, le bilan de Campos aujourd'hui, il est compliqué. Pourquoi? Parce que Ugarte, Ramos, Colomani étaient sur le banc mercredi et 2 des 3 ne sont pas rentrés. Là, on parle de plus de 200 millions d'euros qui sont sur le banc. C'est absolument énorme. Asensio, depuis son retour de blessure, c'est quand même très compliqué. Techniquement, il ne met pas un pied devant l'autre. Lee Kang-in, il est intéressant. Moi, je l'aime bien, ce joueur. Mais sa fin d'année 2023, elle est compliquée. Et encore contre Toulouse, il fait une super première mi-temps, mais en seconde, il flanche. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que oui, il a du football, ce garçon, bien sûr qu'il en a dans les pieds. Mais attention à pas le voir comme un joueur capable de prendre le lead de l'équipe. Ce que je veux dire, c'est que quand l'équipe va moins bien, c'est pas le mec qui va surnager. Comme un Warren Zaïre-Emery, par exemple. Voilà, je vois pas Lee Kang-in dans cette dimension-là. Or, le PSG a vraiment besoin de leader, plus que tout. Hein, puisque même notre capitaine peine à surnager dans cette équipe. Bon bref, l'année dernière, le mercato, Renato Sanchez, 50 contrats, Ekitike à plus de 30 millions d'euros. Quelle erreur, on ne cessera de le répéter. Carlos Soler, même si Carlos Soler, c'est plus Nasser qui veut aider son ami à Valence. Vitinha, qui aujourd'hui est très bon contre Toulouse au poste de numéro 6, même si c'est vrai que sans ballon, il faut encore progresser. Il n'est pas titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, c'est pareil, hein. Vitinha, il a profité de la méforme d'Ugarte sur la fin d'année 2023. Hein, il prend sa place au poste de numéro 6. Fabien Ruiz, c'est quand même un constant. On va voir comment il va revenir de sa luxation de l'épaule. On l'espère aussi bien que ses prestations avant sa blessure. Mais voilà, c'est quand même très compliqué pour Luis Campos d'avoir aujourd'hui un apport en fait sur le 11 titulaire. Parce que derrière, Ousmane Dembélé, qui est recruté cet été,
Rappelez-vous, c'est une des premières décisions que prend Luis Campos quand il signe en 2022. Annuler son transfert libre. Dembélé devait signer au PSG en 2022 libre de tout contrat. Leonardo avait bouclé le truc. Et Campos avait dit non. Et en septembre, chez Rotten sans flamme, avait dit puzzle, superposition, machin chouette. C'est pour ça que j'ai pas pris Ousmane Dembélé. Donc cet été, me dites pas que c'est Luis Campos qui l'a signé. Tout comme Kolo Muani. On peut dire pareil. Gonzalo Ramos, c'est pas un échec, mais aujourd'hui il est sur le banc. Et ça, c'est imputable à Campos. Par contre, Kolo Muani, Campos n'en voulait pas. C'est Nasser qui a poussé, donc là-dessus, voilà, il faut aussi remettre l'église au centre du village. Lucas Hernandez, pareil. Lucas Hernandez, me dites pas que c'est Luis Campos, sachant qu'on le piste depuis des années. Ça fait au moins 3-4 ans qu'il est associé au club, Lucas Hernandez. On sait très bien que Nasser l'adore, voilà. Et justement, la responsabilité de Luis Campos avec Lucas Hernandez, c'est qu'on l'a recruté. Et Luis Campos a décidé de ne pas recruter de latéral gauche. Et au final, on se retrouve avec un joueur qui a été en sur-régime total sur la première partie de saison. Et aujourd'hui, ça se ressent un petit peu dans ses performances. Il faut le replacer axe gauche. Luis Campos n'a pas voulu recruter de latéral gauche. Visiblement, pour cet hiver, c'est un petit peu pareil. Il y a le petit crack Barco qui est pisté par tout le monde. Brighton, voilà, un club qui est un exemple en matière de scouting, pardon, j'essaye l'accent anglais, mais non, en termes de scouting sud-américain, on se positionne pas en fait. On se positionne pas. Alors Moscardo, Beraldo, c'est très bien, mais le problème, c'est que ce sont des profils qu'on a déjà dans l'effectif. Moscardo est proche d'Ugarte, Beraldo, central gauche. Bon, alors, t'as Skriniar qui est titulaire à ce poste-là, mais t'as Lucas Hernandez qui peut y jouer, t'as Kimpembe qui va revenir de blessure, alors qu'au poste de latéral gauche, ben, t'as Nuno qu'on attend indéfiniment, et tu fais jouer Mukele, quoi, en première partie de saison. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on recrute un latéral gauche cet hiver, quoi. Luis Campos, je l'attends vraiment là-dessus, c'est un peu chiant, voilà, bref. Donc, alors je suis très content de le voir aller nous chercher des petites pépites en Amérique du Sud parce que c'est la première de ses qualités, à Luis Campos bien évidemment. Mais quand t'es le PSG, j'attends aussi des valeurs sûres. Là, il y a la rumeur Bruno Guimaraes. On reviendra pas dessus dans cette vidéo parce qu'elle serait trop longue, mais du coup, je le garde pour demain. Voilà les gars, on va y revenir demain. Alors, j'aimerais juste revenir sur un petit truc. La liste UEFA, très important. La liste UEFA parce qu'en hiver, tu peux rajouter que 3 joueurs nouveaux sur cette liste. Ce qui veut dire que là, tu as donc Lucas Beraldo qui devrait être inscrit normalement. Ça fait 1 joueur. Normalement, là, on nous dit que le club veut recruter un remplaçant à Skriniar, donc soit un central gauche, soit un latéral gauche. Ça fait 2 joueurs. Et un milieu de terrain, ce qui fait les 3 joueurs. Terminé. Sachez que si on enlève un joueur de la liste UEFA, on ne peut pas le remplacer par un autre joueur. C'est 3 nouveaux joueurs maximum. Par exemple, je crois que Cher N'Dour faisait partie de la liste. Si Cher N'Dour est prêté et que du coup tu l'enlèves, tu ne pourras pas rajouter 4 joueurs. Non, non, c'est 3 maximum nouveaux. Donc ça veut dire que Luis Enrique, quand en conférence de presse en début de semaine, il nous disait, bien sûr, à n'importe quel poste, si on a une opportunité qui se présente, on pourrait foncer. Mais cette rhétorique, en fait, elle est morte aujourd'hui. Elle est morte parce que là, tu es obligé de recruter en fonction de tes besoins. Les opportunités, tu ne pourras pas les saisir parce que tu n'auras pas la place en matière de liste UEFA. Voilà, ça va être compliqué. En plus de la question des extra-communautaires qui va se poser. Alors, il y a Ugarte et Moscardo qui, eux, sont extra-communautaires. Beraldo, visiblement sur Football Manager, on m'a dit qu'il avait la nationalité italienne en plus de la brésilienne, donc il n'est pas extra-communautaire. Hakimi à l'espagnol, Keylor Navas pareil, Marquinhos à la portugaise en plus de la brésilienne, Likanguin à l'espagnol, donc tout ça ce ne sont pas des extra-communautaires. On rappelle qu'il y a 4 places d'extra-communautaires, donc en fait ça fait 2 avec Ugarte et Moscardo. Donc il resterait que 2 places. Donc ça, bon, c'est quelque chose qu'on éclipse. Par contre la liste UEFA, c'est très important. La liste UEFA, c'est très important. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vois que Paulo Dybala a une clause libératoire à 12 millions valable du 1er au 15 janvier, en fait, tu peux que penser à le recruter. Mais ça fait un extra-communautaire, il est argentin. Remarque, je ne sais pas s'il a une double nationalité en Europe. Mais, italienne, je ne sais pas. Mais, dans tous les cas, les opportunités comme ça, pour la liste UEFA, c'est râpé. C'est râpé. Donc,
Luis Campos, à un moment donné, tu vois, il faudrait quand même essayer de s'aligner aussi sur les besoins de l'équipe. Hein. Les petits cracks, c'est très bien, je suis content, mais il faut aussi de la valeur sûre. Et aussi, il faudrait quand même que la planification sportive soit en lien quand même avec ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que cet été, tu as recruté des joueurs qui au final ne correspondent pas avec l'idée de jeu de Luis Enrique. Alors ça, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué d'anticiper ce qui va se passer sur le terrain au mois de juillet quand tu recrutes les joueurs. Ceci étant dit, quand tu recrutes Ugarte et qu'en hiver, t'en es à recruter Moscardo qui lui ressemble et pister des joueurs, Calvin Phillips, Bruno Guimaraes, qui s'il viendrait, lui prendrait clairement sa place, jouerait à sa place en fait, viendrait pour le concurrencer, tu te dis, à un moment donné, il faut arrêter de multiplier les joueurs. Mais ça, c'est un défaut de Luis Campos, qu'on disait dès sa signature, c'est quelqu'un qui à chaque fois, dans tous les clubs où il est passé, a recruté à tout va, a recruté à foison, a signé plein de contrats. Peut-être qu'avec l'enchaînement des matchs, ça va être une nouvelle tendance. Peut-être que dans le foot, on va se retrouver avec des effectifs qui vont passer à 35-40 joueurs, comme l'effectif de Chelsea. Avec les histoires de Super League, machin chouette, compétition Coupe du Monde des clubs, peut-être que c'est l'avenir. Peut-être que Luis Campos, au final, est un visionnaire, parce que dans 5-10 ans, les effectifs, avec l'enchaînement des matchs, auront 35-40 joueurs. Mais aujourd'hui, signer à tout va comme ça, bon, ça me plaît pas trop. J'aimerais un peu plus de logique. Surtout que dans ses anciens clubs, on retient facilement tous les joueurs qu'il a signés à bas prix et qu'il a revendus ultra cher. Mais le problème, c'est que pour un joueur revendu 70 millions, il y en avait 4 ou 5 autres qui ont été signés et qui n'ont rien fait du tout. Donc espérons qu'au PSG, on ne fasse pas le même constat. Et ça, c'était un constat, vous reprenez les vidéos que je faisais au moment de sa signature en 2022, on le disait. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour parler de clause libératoire machin chouette avec Bruno Guimaraes bien évidemment. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir en parler aujourd'hui, mais on va en parler demain en espérant que les infos continuent un petit peu. Je vous avouerai que je stresse un peu. Quand j'ai un truc mercato et que j'en parle pas dans une vidéo et que je décale à 24 heures après, en général, 24 heures après, pour vous dire la réalité des périodes de mercato, c'est périmé en fait. C'est-à-dire que là, mon brouillon, peut-être que demain, ça servira à rien que j'enregistre parce qu'il y aura une information qui aura complètement bouleversé le dossier. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao.